Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dans le processus de paix définitive en Casamance, il y a joué un rôle important. Le chef de l'État a reçu une délégation d'ex-combattants du MFDC. Cette audience fait suite à la signature d'accords de cessation des hostilités avec le comité ad hoc qu'il a mis en place. De Dougoutigi de Tambacounda à Premier ministre du Sénégal, Maître Sidiki Kaba est depuis ce 6 mars le chef du gouvernement. Entre décoration et reconnaissance, l'homme s'est illustré, vous allez le voir, dans plusieurs domaines. Dans l'actualité également, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Dans ce journal, une large fenêtre est consacrée à cet événement, de la présidence de la République en passant par la RTS, la TDS et les ministères. Les femmes, vous allez le voir, ont été partout honorées ce 8 mars. Et puis en sport, Jeux africains 2024, le Sénégal bien représenté à Accra au Ghana. La délégation a reçu le drapeau national. Les athlètes U20 ont aussi réussi leur entrée dans la compétition. Les Lionceaux se sont imposés 1-0 face à la Somalie. Décongestionner Dakar et sa banlieue, c'est l'objectif à long terme de la ville nouvelle de Diamniadio. Avec le lancement de ces deux pôles urbains, leur aménagement a été confié à la DGPU à l'occasion du lancement hier de Diamniadio Green City. Le chef de l'État a félicité Jen Farbassar et son équipe. Le nouvel essor de Diamniadio, un papier signé Aboubakry Kane. Lancé il y a une dizaine d'années, Diamniadio s'impose aujourd'hui comme une ville nouvelle aux vocations multiples. En effet, ce site, qui était quasiment un terrain vide il y a quelques années, conforte progressivement son standing de ville moderne aux vocations multiples. Toutes ces années, je suis de très près le développement de Diamniadio. Et je sais à quel point la gestation d'une nouvelle ville est une tâche complexe. Félicitations donc à tous pour le temps et les efforts que vous consacrez à cette œuvre d'édification de la nouvelle ville de Diamniadio. Diamniadio offre aujourd'hui des infrastructures administratives, industrielles, routières, ferroviaires, médicales, scientifiques, culturelles, éducatives et sportives. En définitive, Diamniadio s'applique à paraître magique pour faire comprendre aux usagers, les messagers des développeurs et promoteurs. Nous bâtissons pour que vous nous rejoigniez. Sa construction est financée à travers des partenariats avec des promoteurs immobiliers auxquels l'État facilite l'accès aux fonciers. Diamniadio a emprunté tous les arts et toutes les technologies pour s'élever au-dessus des veulles spontanées afin de subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Diamniadio accueille les investisseurs et joue un rôle très important dans la croissance économique du pays. La mise en œuvre confiée au pôle urbain de Diamniadio et du Lac-Rose sous la direction de la DGPU pour offrir de nouvelles possibilités d'habitat, d'investissement et de création d'autres activités et commodités indispensables aux établissements humains. Je tiens à saluer ici le travail remarquable du ministre Jen Farbassar, un bâtisseur qui a fait ses preuves ailleurs. Jen Farba et toute l'équipe de la DGPU, je voudrais vous dire ma satisfaction et ma fierté pour avoir donné du contenu au projet que j'avais dessiné sur la carte. Vous devez continuer la promotion de la ville de Diamniadio, attirer d'autres investisseurs comme Nabil, qui y ont cru et qui ont travaillé jour et nuit pour nous projeter vers l'avenir de Diamniadio. Diamniadio est prévu pour accueillir 350 000 habitants à l'horizon 2030-2040. Je vous le disais en titre, c'est un grand pas dans le processus de paix. En Casamance, le chef de l'État a reçu ce jeudi l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC et d'ex-combattants de la faction Djakaï. La rencontre fait suite à la signature d'un accord de cessation des hostilités avec le comité ad hoc mis en place par le président Macky Sall au Marning.
C'est un grand jour, un moment important dans le processus de paix en Casamance. Après avoir déposé les armes, les ex-combattants de Jakaï, première faction du MFDC, sont au palais de la République. Pour saluer la dynamique impulsée par le président Macky Sall. Depuis 1982, alors que j'étais au collège, le conflit a éclaté. Et jusqu'à nos jours, j'ai des enfants qui sont à l'université, ce conflit reste ici. Nous serons toujours aux côtés des autorités pour apporter des stratégies à la paix. La paix, c'est tout ce qu'on doit faire pour développer. La paix, c'est à côté des cœurs. Ils ont été courageux, ces combattants, de déposer les armes, de les abandonner définitivement. Et aujourd'hui, l'État a montré la grandeur en les brûlant, en montrant que ces armes-là ne valent rien, sinon destruction d'une génération après génération. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, avec le comité ad hoc mis sur pied, ils nous ont permis d'avancer à grands pas. Et le monde entier nous regarde. Aujourd'hui, sur votre engagement, nous sommes très honorés et on est très fiers. Et nous porterons le combat jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière arme qui restera en Casamance. On la poursuivra pour la déposer et pour mettre fin à ce conflit. Le président de la République a été très inspiré en mettant en place un comité ad hoc pour la paix en Casamance. La structure, coordonnée par l'amiral Papa Farbassar, a travaillé dans la discrétion avec l'appui et l'accompagnement décisif des facilitateurs. C'est vous qui nous avez autorisé, Monsieur le Président. Quand vous êtes venu à Ziguinchor en 2014, dans votre discours, vous avez dit que vous tendez la main à tout le monde. Et vous avez invité à tout acteur épris de paix de mettre ça, de contribuer. Moi, je vis chaque jour, chaque minute, chaque matin, midi, soir avec eux. Et je pense que ce qu'ils ont retrouvé aujourd'hui comme dignité, comme paix dans les cœurs, je pense qu'ils vous le doivent. Et c'est pour cela que je voudrais, en ce temps, vous dire merci et souhaiter que vous puissiez continuer à nous accompagner à ce que cette paix revienne définitivement en Casamance à travers les dialogues pour les autres. En tout cas, nous, en tant que civils, en tant que personnes également, nous sommes disposés à aller ensemble avec tous les partenaires pour que la paix revienne définitivement en Casamance. Parce qu'on a besoin de cette paix-là, on a besoin de cette sécurité. Nous nous réjouissons que Jakaï ait été la première faction justement à accepter l'appel que vous aviez lancé et à déposer ses armes. Et nous continuons à travailler avec les autres factions pour qu'il n'y ait plus d'armes qui tonnent en Casamance et que nous puissions avoir une paix définitive au Sénégal. Monsieur le Président, c'est votre appel également qui nous a beaucoup galvanisés lorsque vous avez effectué votre premier voyage en Gambie. Et après ça, vous êtes revenu à Ziguinchor pour tendre la main pour des discussions de paix. On s'est dit, voici un homme qu'il faut également accompagner dans sa dynamique. La démarche que vous avez amenée justement, ce n'est pas le tout sécuritaire, mais vous avez opté, vous, pour la discrétion dans le travail que nous faisons. Ça, c'est intégrer ce qu'on appelle les réalités socioculturelles de notre terroir. Et justement, ça a donné les fruits parce que depuis qu'on a commencé les actions de paix, c'est la première fois dans l'histoire de la Casamance qu'il y ait un groupe de combattants qui acceptent de déposer effectivement les armes. Les accords de paix existaient, mais le dépôt d'armes n'existait pas. Donc vous avez récolté aujourd'hui ce dépôt des armes. En plus, vous êtes venus, on a assisté historiquement à une destruction publique d'armes au niveau de la Casamance. C'est sous votre magistère également. Dès le début de son magistère, le président Macky Sall a érigé la paix en Casamance en priorité. Ce pas de géant obtenu est la preuve qu'il a pris l'exacte mesure de l'enjeu. C'est un processus qui a été très long, parfois difficile. Mais nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a permis
de vous recevoir ici au Palais de la République. Je salue les combattants qui ont eu ce courage historique de déposer les armes. Parce que, je l'ai rappelé, il faut du courage pour engager une guerre, mais il faut encore beaucoup plus de courage pour aller vers la paix. Et le 17 mars 2014, lors de mon voyage que je qualifie d'historique à Ziguinchor, c'était à l'occasion du lancement d'un projet important, le projet Pôle de développement de la Casamance, qu'on appelait le PPDC, qui est devenu d'ailleurs projet de développement économique en Casamance. J'avais dit qu'il fallait une paix sans vainqueur ni vaincu, mais juste la paix des braves, pour reconstruire notre pays. Vous avez la salutation de la Casamance naturelle. La Casamance, pour ce que vous avez fait chez nous, nous prions le Dieu Tout-Puissant et les ancêtres qu'il vous paye ça en retour. Nous sommes venus en paix, nous allons laisser la paix ici et nous allons retourner en paix. Mais que par notre passage, que vous soyez toujours dans la paix. Que la paix de la Casamance et la paix des ancêtres et de Dieu Tout-Puissant vous accompagnent partout. La rencontre historique est dans le sillage de l'accord de paix signé en mai 2023 entre l'État du Sénégal et la faction Jakaye du MFDC. Les ex-combattants se sont réjouis des perspectives évoquées par le président Macky Sall, allant dans le sens d'une réinsertion sociale avec un accompagnement des structures et mécanismes de financement de l'économie. Les ex-combattants du Front Nord de Jakaye au Palais de la République pour consolider l'engagement pris en faveur de la paix. Il y a quelques mois, ces hommes déposaient les armes pour s'engager sur la voie de la réconciliation. Je vous propose de revoir les temps forts de cette cérémonie qui avait eu lieu à Mongone, dans le département de Bignona. Abdoulaye Sinkare pour le reportage. Mongone, dans la commune de Djignaki, arrondissement de Kataban. Dans ce village du département de Bignona, se joue un moment historique. La faction du MFDC Front Nord Jakaye dépose les armes, matérialisant ainsi sa sortie du maquis. Je jure et je demande aux gens de retenir la date d'aujourd'hui, 13 mai, ici à Mongone, tout en saluant les villages qui entourent Jakaye, qui m'ont protégé jusqu'à ce jour. Si l'engagement que j'ai pris est à l'origine des souffrances de la Casamance où j'habite, je prie Dieu d'enlever toutes ces souffrances. Je tiens à préciser que c'est pour mes pères, mes mères, mes frères et sœurs que je suis entré dans le maquis pour les sauver. De la même manière, j'ai décidé de rendre mon arme pour sauver mes parents des accusations dont ils sont victimes. L'instant est symbolique et il est le fruit de plusieurs rencontres menées de main de maître par l'amiral Papa Farbassar. Les négociateurs de l'État, le comité ad hoc dont je suis le coordonnateur, mis en place par le chef de l'État, et ceux de l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC, ont abouti à un accord pour le dépôt des armes dans un esprit de paix des braves et par amour pour notre cher pays. Ce sont 250 combattants qui viennent de déposer les armes. L'acte matérialisé par l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées ERAPA Jakaye Front Nord a été possible grâce à la facilitation du COSPAC et de partenaires internationaux comme le Centre Henri Dunant. Les moyens doivent être mis et plus très rapidement. Déjà, les moyens sont mis, mais nous voulons que ce soit renforcé. Que de visu, celui qui passe à Jakaye dans cette zone, en partant de Tandjem jusqu'à la frontière de Touba, tranquille, etc., que les gens sentent qu'il y a un changement. Et ce changement, c'est dû au résultat du dépôt des armes aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà annoncé à Cabrousse le 26 avril dernier, dans l'atelier que vous avez présidé, Monsieur le Gouverneur, l'Union européenne s'est engagée à poursuivre pour 2 années supplémentaires son soutien aux négociations et à la mise en œuvre des accords politiques, son soutien
à la médiation locale pour régler les conflits communautaires, ainsi que son soutien aux opérations de déminage à travers le Centre national de lutte anti-mine. Après plus de 40 ans de crise, c'est la première fois que le processus de paix en Casamance atteint ce niveau. Diakai doit faire des émules et consacrer le début d'une nouvelle ère. Par cet acte, vous rentrez dans l'histoire pour y demeurer à jamais, en montrant à vos frères des autres factions du MFDC la voie à suivre pour une paix définitive en Casamance. Pour cela, vous méritez le respect et l'estime de tout un chacun. Vous devez donc être fiers de vous et, avec la tête haute, continuez résolument votre chemin vers la paix et le développement économique et social harmonieux et durable de la Casamance. En plus du dépôt des armes, le commandant de Diakai Fatouma Koli et l'amiral Papa Farbassar du comité ad hoc ont signé l'acte 3 de l'accord lancé en 2021 à Cabrousse. Voilà. Le développement de la Casamance a occupé une place de choix dans la stratégie de recherche de la paix impulsée par le président Macky Sall. L'audience a été l'occasion d'insister sur le volet désenclavement. L'efficacité et la discrétion du comité ad hoc a également été appréciée dans le processus. Aboubakry Kane. Dans sa stratégie de recherche de la paix en Casamance, le chef de l'État a donné une place de choix au développement de la région. Cette audience, accordée aux ex-combattants de Diakai, a permis de revisiter les importantes réalisations en Casamance, notamment le volet désenclavement. La reconstruction, à mes yeux, passait d'abord par les réponses économiques qu'il fallait apporter aux populations de Casamance, qui souffraient beaucoup de l'enclavement. C'est pourquoi l'action que j'ai imprimée en faveur de la Casamance, c'était déjà le désenclavement aérien, le désenclavement routier, le désenclavement fluvial, fluvio-maritime, de façon à ce que aller en Casamance ou en venir ne soit plus un problème pour les Casamancais, pour les Sénégalais de façon générale. Alors, c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre nos efforts avec la République sœur de Gambie pour la construction du pont de la Sénégambie, mais également de l'ensemble des ponts qui, depuis lors, ont été installés, que ce soit le pont de Djouloulou, le pont de Baïla, et d'autres ponts, le pont de Katakoulou. Le comité ad hoc mis en place par le chef de l'État s'est mobilisé pour concrétiser les directives avec beaucoup d'efficacité. Nous avons travaillé sur la base des orientations du chef de l'État. S'il y a un mérite, c'est que nous avons eu des instructions très claires, des orientations très claires du chef de l'État. Et nous avons travaillé en équipe dans la discrétion la plus totale. S'il le fallait même, on se retrouvait à l'étranger, n'est-ce pas? Alors les combattants étant d'accord avec nous pour que tout se déroule dans la confidentialité. Parce que sachez que quand vous travaillez pour la paix, il y a des fossoyeurs aussi de la paix en même temps. Donc il fallait bien qu'on travaille dans la discrétion. Nous avons travaillé dans la transparence. J'ai choisi de déposer les armes. Et j'ai aussi bien écouté le président. J'ai bien écouté le président et j'ai bien entendu. Ma seule citation est que cette paix-là doit être l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas parce que nous avons déposé les armes que les choses vont s'arrêter. Ce n'est pas parce que le président a déjà initié une bonne chose, qui soit la paix, et qu'à son départ, que cette paix-là s'arrête. Il faut que tout chacun s'y mêle et s'y tient. Dans l'avenir, que cette paix-là soit la paix de tout le monde. Pour consolider les acquis, le chef de l'État met l'accent sur l'accompagnement nécessaire à la reprise d'une vie normale pour les ex-combattants. Le développement n'est pas possible sans la paix. Sans la paix, on ne peut pas aller dans les champs. On ne peut pas aller faire la collecte de l'acajou ou de quelque culture que ce soit. Les enfants ne peuvent pas être à l'aise. Vous avez vu, lorsqu'on a remis les populations à Sikoum, ce sont des zones où pratiquement pendant 30 ans les populations avaient déserté. Il faut les remettre dans les villages, il faut reconstruire les villages, il faut mettre de l'eau, il faut aider à la construction des maisons
Et c'est pourquoi, pour donner l'exemple par rapport à Irapa, Jakai, il faut qu'on voit, amiral, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les différentes localités dans la reconstruction des écoles, dans les dispensaires, dans tout ce qui doit rapidement permettre de reprendre une vie normale. Aux combattants aussi, comment les accompagner sur le financement de projets qui leur permettent une reconversion facile afin de ne pas regretter ce geste salutaire qui consiste à déposer les armes et même à brûler les armes. Le développement ne se décrète pas, il se construit, mais dans la paix et la stabilité. La réalisation des projets de développement et le retour pacifique des réfugiés sonnent comme un nouveau départ. L'actualité, c'est aussi le nouveau gouvernement mis sur pied. 3 nouveaux entrants. L'essentiel de l'équipe reste en place. Voici la composition du nouveau gouvernement dirigé par Maître Sidiki Kaba avec la lecture du secrétaire général de la présidence de la République, M. Oumar Sambaba. Regardez. Décret numéro 2024-705 portant nomination des ministres et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024-703 du 6 mars 2024 portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés Madame Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains. Monsieur Mohamedou Makhtar Sissé, ministre de l'Intérieur. Monsieur Elhaj Omar Youm, ministre des Forces armées. Monsieur Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Mamadou Moustapha Ba, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Monsieur Antoine Félix Ablaye Diom, ministre du Pétrole et des Énergies. Monsieur Amadou Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Monsieur Mam Mbaye Kane Niang, ministre des Sports et du Tourisme. Monsieur Moussa Baldé, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Madame Mariama Sarr, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion. Monsieur Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie. Monsieur Samba Ndiobenka, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Madame Thérèse Faye Diouf, ministre de la Femme, de la Famille, de l'Équité et du Développement communautaire. Madame Annette Seck, ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Madame Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Monsieur Aliou Ndoye, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Monsieur Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement. Monsieur Modou Diagne Fada, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Monsieur Aliou Sow, ministre de la Culture, des Industries créatives, du patrimoine historique et des loisirs. Monsieur Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries. Monsieur Biram Faye, ministre de l'Artisanat,
et de la transformation du secteur informel. Monsieur Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Monsieur Pape Sagna Mbaye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Monsieur Antoine Meng, ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires. Madame Victorine Ankédiche Ndeye, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. Monsieur Daouda Dia, ministre de l'Élevage et des Productions animales. Monsieur Moussa Bokar Thiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur Galoba, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public. Monsieur Pape Amadou Ndiaye, ministre auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du développement des chemins de fer. Monsieur Mamadou Saliou Sow, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. Monsieur Issakha Diop, ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations. Madame Aminata Angélique Manga, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 8 mars 2024 par le président de la République Macky Sall, le Premier ministre Sidiki Kaba. Par ailleurs, Monsieur le Président de la République, par décret de ce jour, a nommé M. Ismaïla Madior Fall en qualité de ministre, directeur de cabinet du Président de la République. Maître Sidiki Kaba, le nouveau Premier ministre, remercie le chef de l'État de sa confiance renouvelée à travers sa nomination. Il s'engage à travailler avec son gouvernement pour atteindre les 4 priorités qui leur sont assignées: l'organisation d'une élection libre et transparente, la sécurité et le redressement économique et l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Je propose de l'écouter. Je voudrais profiter de cet instant solennel pour remercier sincèrement Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui a bien voulu porter son choix sur ma personne pour diriger le gouvernement du Sénégal. C'est une confiance renouvelée, comme j'ai eu à le dire, parce que ce sont des ministères de souveraineté qu'il a eu à me confier à plusieurs reprises: ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, ministère des Forces armées, ministère de l'Intérieur, aujourd'hui Premier ministre de la République du Sénégal. Je voudrais donc dire mon engagement à travailler de manière à ce que les objectifs qu'il nous a assignés, que ces objectifs soient atteints en raison du temps. Je voudrais à présent dire que le nouveau gouvernement en place est un gouvernement resserré, un gouvernement de mission, un gouvernement d'action et d'urgence dans le contexte de la préparation dans les meilleures conditions de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Le nouveau gouvernement compte 34 ministres, avec 30 ministres titulaires de départements ministériels, au lieu des 29 ministres précédents. Le gouvernement est notamment marqué par la fusion de ministères antérieurs avec le retour à un ministère de l'économie et des finances et du plan, la création d'un grand ministère regroupant l'éducation et l'enseignement supérieur, la mise en place d'un ministère de femmes en charge de l'équité et du développement communautaire, ainsi que la prise en charge des questions relatives à la jeunesse
et à l'entrepreneuriat, aux industries créatives et aux loisirs, à la valorisation de l'artisanat national, au développement des sports en liaison avec la relance durable du tourisme. Le gouvernement est chargé de assurer, ce sont les 4 priorités assignées par son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Premièrement, assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Deuxièmement, prendre en charge les urgences sécuritaires, économiques et sociales, notamment la lutte contre la vie chère et la gestion de la campagne de commercialisation agricole. Troisièmement, veiller au fonctionnement adéquat des administrations afin d'assurer la continuité des services publics. Quatrièmement, finaliser la préparation de l'entrée du Sénégal dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz en cohérence avec le plan Sénégal émergent PSE. Et pour en savoir davantage sur ce nouveau gouvernement mis sur pied ce jour avec moi sur ce plateau, Ousmane Gari Faye, chef du département de l'information des sports. Bonsoir Gari, merci d'être avec moi sur ce plateau. Bonsoir, oui. Alors le gouvernement a Sidiki Kaba mis sur pied, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 6 départs pour 3 entrées. Ousmane Gari Faye, peut-on y voir le signe d'un retour à l'orthodoxie? Absolument, il y a de quoi y voir le signe d'un retour à l'orthodoxie, comme l'a souligné le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, avec comme exemple le ministère des Finances et du Budget qui retrouve sa texture normale des ministères de l'Économie, des Finances et du Plan. Mamadou Moustapha Ba devient donc grand seigneur dans son département ministériel. Il détient désormais la plénitude de la politique économique et financière de l'État du Sénégal. Voilà donc qui acte le départ de 6 ministres qui n'ont pas été des moindres dans l'équipe d'Amadouba. Il s'agit de Doudouka, ci-devant ministre de l'économie et de la coopération, de Momar Samb, des droits humains, de Sambassi, du travail et des relations avec les institutions, de Dr Oumar Anne, qui avait hérité de l'éducation nationale à la suite de Mamadou Talla, d'Ismaël Madior Fall, récemment muté à la chancellerie et qui avait été considéré comme un élément central du système, mais surtout de Fatou Diané, qui avait en charge le portefeuille de la famille. Dans l'ordre protocolaire, il faut remarquer qu'Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a gagné en dignité en devenant le premier dans l'ordre protocolaire, donc après le Premier ministre. Au chapitre toujours de ces nouveautés, il faut le saluer quand même, 8 mars oblige, c'est le retour d'Aminata Angélique Manga dans l'attelage gouvernemental, chargé cette fois-ci des Sénégalais de l'extérieur sous l'aile protectrice des ministres des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui reprend du service dans son milieu naturel, la diplomatie et les relations internationales. Le diplomate retrouve donc le milieu bi- et multilatéral avec le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, mais aussi Mohamedou Mokhtar Cissé qui quitte le cabinet présidentiel pour place Washington avec le ministère de l'Intérieur. Il a la lourde charge de conduire à terme le processus électoral et enfin, le professeur Moussa Baldé qui se renforce en cumulant l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, une fusion qui dénote d'une volonté du nouveau Premier ministre de s'inscrire dans la cohérence pour une plus grande diligence dans la conduite de l'action publique. Un gouvernement quitte, un autre vient, comme qui dirait « le roi est mort, vive le roi ». Merci beaucoup Ousmane Gari Faye pour ce décryptage de ce tout nouveau gouvernement dirigé par Maître Sidiki Kaba. Entre décorations historiques et reconnaissances de toutes sortes à travers le monde, le nouveau Premier ministre a créé sa propre légende dans le combat pour la justice sociale dans son fief du Sénégal oriental. L'Odougoutigui, comme on le surnomme, s'illustre dans les domaines politiques et sociaux. Ousmane Gari Faye. Monsieur Sidiki Kaba, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la République. Aimé du chef de l'État français François Hollande, il reçut les insignes de commandeur de la Légion d'honneur française. Nous sommes le 6 novembre 2015. Un acte de reconnaissance internationale qui sanctionne des décennies de combat et d'engagement en faveur des droits humains dans le monde et qui fait suite à plusieurs autres qui viennent étoffer la trajectoire socio-professionnelle de cet avocat qui a fait de la justice internationale la condition sine qua non pour bâtir un monde de paix, de progrès et de justice sociale. Cette solution qui était rêvée, espérée et attendue sous une belle utopie émancipatrice
est devenue une réalité concrète depuis le 17 juillet 1998 à Rome et avec l'entrée en vigueur le 2 juillet 2002 du statut de Rome. Une belle histoire à laquelle est associé mon pays, le Sénégal, premier État au monde à ratifier le statut de Rome, attestant ainsi son attachement aux valeurs essentielles de liberté, de démocratie et de respect de l'État de droit et des droits humains. De la FIDH à la Cour pénale internationale, Maître Sidiki Kaba a partout marqué les esprits pour avoir contribué de manière significative à asseoir les principes de paix et de liberté dans un monde sous tension perpétuelle. Des idéaux qu'il partage avec son mentor politique, le président Sall, celui-là qui, au début de la deuxième alternance démocratique, fera de ce tribun de la plèbe le maillon central de la chaîne de commandement gouvernemental. Membre du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République, il est délégué régional de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar de Tambacounda. Le nouveau Premier ministre reste un leader politique affirmé, doublé d'un leader social à l'écoute de ses concitoyens, qui lui colle affectueusement le titre de Dougoutigui, le sage en langue locale. À son actif, des dizaines de mosquées construites pour certaines, réhabilitées pour d'autres, des centaines de ses concitoyens envoyés dans les différents lieux saints de la chrétienté comme de l'islam, des centres de formation, des écoles, des classes, sans oublier les maternités. Un profil social qui témoigne de l'ancrage social et culturel du 5e Premier ministre, le 16e de l'histoire du Sénégal. Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce journal sur la composition de ce nouveau gouvernement dirigé par Maître Sidiki Kaba. L'actualité, c'est aussi les femmes à l'honneur ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'amicale des femmes de la présidence honorée par le chef de l'État. Le président Macky Sall a salué leur professionnalisme et leur engagement à servir la République. Compte rendu, Aboubakry Kane. La journée internationale des droits de la femme, un rendez-vous habituel entre celle de la présidence de la République et le maître des lieux, le chef de l'État. Une disponibilité constante pour communier avec les membres de l'amicale des femmes de la présidence qui s'en félicitent et rendent hommage au président Macky Sall. Nous venons vous rendre un hommage appuyé, un hommage solennel, un hommage très sincère. Di la gërëm, di la sant te di la ñaanal Yàlla. Occasion pour l'amicale de revenir sur les acquis du mémorandum de l'année dernière, mais également de mettre l'accent sur les défis de l'heure, notamment l'accès au foncier. Nous vous prions d'accepter l'expression de la sincère gratitude de toutes les femmes de la présidence de la République de l'Amicale qui, cette année, ont pris l'option de marquer cette journée par des dons au Centre hospitalier national de Dalal Jamm de Guédiawaye en faveur des enfants atteints de cancer. Une distribution de kits de déjeuner offert à l'ensemble du personnel de la présidence de la République, suivi d'un déjeuner-débat autour du thème « Confidentialité et secret professionnel » qui sera animé par le docteur Massamba Gueye. Monsieur le Président de la République, nous avons obtenu de grandes satisfactions sur l'ensemble des points soulevés dans le mémorandum de l'année dernière. Un plaisir renouvelé pour le Président de la République de recevoir ces braves dames en cette journée qui leur est dédiée. Je voudrais avant tout vous exprimer ma satisfaction et ma gratitude pour l'engagement exemplaire et le travail remarquable que vous ne cessez d'accomplir dans le professionnalisme, la loyauté et le dévouement. Je vous réitère ici mes félicitations et mon entière satisfaction, mais également mes encouragements et mon soutien. Le chef de l'État de saluer également leur résilience, non sans rappeler
que travailler à la présidence n'est pas de tout repos et requiert même des sacrifices. C'est une mobilisation permanente, une pression au quotidien, un sacrifice continu sur la vie familiale et sur les obligations sociales, surtout en ce qui concerne les femmes. Je salue donc votre résilience et votre engagement pour accompagner le chef de l'État dans sa mission et surtout contribuer ainsi à forger l'image de référence de la présidence de la République. Je salue particulièrement vos œuvres sociales et la solidarité exemplaire entre vos membres. Pour ce qui est de la préoccupation relative à l'accès au foncier, des directives ont été données au ministre directeur de cabinet et au ministre secrétaire général de la présidence pour la mise en œuvre des décisions arrêtées. Notamment la mise à disposition d'une assiette foncière de 20 hectares qui permettra de trouver plus de 600 parcelles aux femmes et à certains personnels de la présidence de la République. Ceci en sus de l'assurance maladie, du personnel et l'amélioration des conditions de recrutement et de travail. Ce dernier rendez-vous officiel, aux allures d'adieu entre le président Macky Sall et les membres de l'amicale des femmes de la présidence, a aussi été marqué par la remise de cadeaux au chef de l'État et à son épouse, la première dame Mariam Sall. De forts moments d'échange et de communion dans la bonne humeur. Les femmes du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ont marqué cet événement par la réflexion constructive. La journée du 8 mars, cette année, le développement du numérique a fait l'objet d'échanges et de partages dans le but d'accompagner la dynamique d'émergence du Sénégal. Lamine Touré. Elles sont le symbole d'un département ministériel qui a fini d'honorer la femme au plan institutionnel comme dans l'opérationnel. Ces femmes du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique travaillent dur dans un secteur stratégique à cheval entre innovation et positionnement géostratégique dans l'écosystème. Cette année, le numérique a été choisi comme axe de réflexion à l'interne, autrement dit, comment elle participe à l'effort de développement dans ce sous-secteur. Le constat qui s'impose, qu'il faut dire que le numérique est un accélérateur de développement. On l'a constaté. C'est la dernière révolution qu'on est en train de vivre actuellement au monde. Maintenant, en tant que ministère chargé de développer, de définir les stratégies comme imposées par les statuts, je dirais les textes qui organisent ce ministère-là, notamment le décret portant attribution du ministre, que tout ce qui est stratégie portant sur le numérique, c'est le ministère qui définit cette stratégie-là et qui accompagne l'écosystème à participer au développement de ce pays. À cet égard, la stratégie numérique est développée et a pour ambition de participer à hauteur de 10% en 2025 à l'économie nationale. Dans l'architecture institutionnelle, ce ministère est un cas d'école en matière de valorisation de la femme. Moussa Bokar Thiam a parié sur elle pour relever les défis. À titre d'exemple, c'est un constat qui est là. Il faut se dire que dans ce ministère, il a eu à nommer un directeur de cabinet femme, qui est devenu EG aujourd'hui en ma personne. Mais aussi, il a soumis à l'approbation de M. le Président de la République la nomination d'une directrice en charge des TIC. À la suite de ça, il a procédé à une promotion interne en nommant une DAGE au sein de ce ministère. Il a continué dans ce même siège en nommant 2 coordinatrices chargées de la cellule genre, mais aussi de la cellule d'études et de planification. Il a maintenu à leur poste les femmes, de braves femmes, experts et ingénieurs qu'il a trouvés sur place. Je peux nommer la directrice des postes, qui est une femme dans ce ministère. La directrice en charge de la promotion du numérique, c'est une femme, Mme Ndiaye, mais aussi l'inspectrice des affaires administratives et financières, c'est une femme. Donc pour vous dire qu'au sein de ce ministère, la parité
tel que voulu par les textes, par le législateur sénégalais, est respecté dans ce ministère et au-delà même des espérances. Parce que sur les 11 postes de responsabilité des directions et services, les 9 sont occupés par des femmes. Un exemple qui témoigne d'une volonté politique globale de l'État du Sénégal, la loi sur la parité est une illustration d'une maturité étatique à l'égard de la femme. L'Association des femmes pour le bien-être de la RTS FABES n'a pas dérogé à la règle. Elles ont, à l'image de toutes les femmes, marqué la journée avec une consultation gratuite au profit des femmes. Le diabète, le cancer du sein ou encore d'autres pathologies ont été diagnostiquées ce jour. Ibrahim Adong. Galanterie à l'honneur pour la célébration d'une journée symbolique le 8 mars. Ndiaga Sarr a tenu à accompagner sa femme pour assister à ces consultations gratuites organisées par l'Association des femmes pour le bien-être social de la RTS, la FABES. Une journée organisée avec la Fondation Debo Health, l'occasion de diagnostiquer différentes pathologies. Debo Health, c'est une association pour les femmes. Ça contribue à améliorer la santé de la femme, parce que déjà nous avons comme logo pour une femme épanouie et en bonne santé. Dépistage du cancer du col et du cancer du sein. Et alhamdoulilah, ça se passe à merveille. Pour le moment, on a des RAS, rien à signaler. Donc juste pour dire que les femmes de la RTS, elles prennent bien soin d'elles et qu'il y a l'hygiène qu'il faut aussi. Donc on n'a pas à s'inquiéter pour plus tard, pour les autres cas, je pense. Mais il n'y avait pas que les femmes de la RTS qui ont répondu à l'appel. D'autres structures ont été aussi bien représentées. Le dépistage est très important parce que, comme vous le savez, le cancer fait des ravages, surtout chez nous les femmes. J'ai pris ma tension artérielle, j'ai fait aussi une palpation des seins, entre autres consultations. En ce jour, la FABES a eu une pensée pieuse à l'endroit des illustres disparus avant de revenir sur le thème qui s'articule autour de l'investissement au profit des femmes. La qualité de prise en charge médicale à la RTS a été cité un exemple. Pour le traitement du cancer, sein et col de l'utérus, du dépistage aux examens complémentaires, mammographie, échographie, scanner et même IRM en cas de besoin, tout se fait avec un taux de prise en charge de 80%. L'agent ne paye que les 20%. C'est dire qu'à la RTS, la qualité de prise en charge et les moyens sont classés parmi les meilleurs. Vous êtes le sel de la terre. Du sel dont la valeur n'a pas de qualificatif. L'importance que constitue la santé dans la vie de l'homme a été bien rappelée par le directeur général. La santé, c'est le premier capital chez l'être humain. C'est le premier capital. Ce qui tue, ce sont ces maladies à soins coûteux. Le cancer. Le cancer ruine des familles. Et le cancer, c'est l'angoisse. Mais comme il l'a dit, ça c'est guéri. Mais ça peut aussi être prévenu. Surtout ça, c'est la culture de la prévention. Surtout pour nous, pays pauvres, si on dépense beaucoup sur la prévention, on fait reculer en fait la maladie. À la RTS, les femmes occupent un pourcentage important, symbole qu'elles assurent les déterminants de la performance. Accélérer le rythme nous offre l'occasion d'apprécier, pour nous en réjouir, les efforts entrepris par la direction générale et les avancées enregistrées. À la RTS, beaucoup de femmes occupent de postes de responsabilité grâce à la confiance du directeur général Racine Talla. À presque tous les niveaux, ce sont les femmes qui excellent et qui poussent l'entreprise et qui la tirent. Et ça, on en est très conscient. Et pourquoi elles sont, la plupart, les assistants sont généralement des femmes? C'est parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est les plus discrètes, c'est les plus attentionnées, c'est les plus méticuleuses, et le travail d'assistant, c'est ce que ça demande. L'Association des femmes pour le bien-être social de la RTS en a profité pour remettre des cadeaux à leurs fidèles collaborateurs. Racine Talla, directeur général de la RTS. Une belle harmonie ponctuée de découvertes.
d'un talent caché. Pour les femmes au sourire qui nous attire, avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime sans vous le dire, on vous le prouve. Célébration également à la Société de télévision ESSA. Ces agents femmes, avec à leur tête la directrice générale, ont été honorés. La célébration de cette journée dédiée aux droits des femmes a été l'occasion parfaite pour revenir sur la position des femmes dans les structures telles que la TDS. Kelton Gay. Une journée spéciale pour ces personnes qui font bouger le monde. Les femmes. Ce 8 mars, date dédiée aux droits des femmes, est l'occasion pour les femmes de la TDS d'échanger sur les acquis, mais surtout de revenir sur les défis à relever. Pour nous femmes, cette journée symbolise tous les combats gagnés avec brio et certainement aussi avec beaucoup de détermination, mais elle symbolise aussi un passage important pour s'arrêter et évaluer justement les pas franchis, mais aussi regarder les pas qui restent. Il reste beaucoup. Et c'est pour moi l'occasion de me réjouir du thème retenu cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Une chose, c'est d'investir, une autre, c'est d'accélérer le rythme sur le chemin du respect des droits des femmes. Il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de résistance. Parfois, ce sont les pesanteurs socioculturelles, parfois, c'est la société qui ne suit pas le rythme des lois. Et c'est pour moi l'occasion de me réjouir. Depuis au moins 2-3 ans, le Sénégal a réussi à faire voter la loi sur la nationalité qui permet aujourd'hui à une femme qui a un époux étranger de lui donner sa nationalité. Pour moi, c'est un pas important. Évidemment, il reste aussi d'autres pas. En plus de ce thème mondial, une spécificité pour la structure. Nous avons beaucoup parlé de l'impact positif des femmes dans le secteur des télécommunications et de l'audiovisuel, pour prendre l'exemple de TDS. Nous avons, c'est vrai, beaucoup de femmes, mais encore peu par rapport justement à l'effectif des hommes. Nous avons aussi un enjeu de taille, sinon un défi majeur, c'est de donner assez de courage aux femmes pour investir certains métiers, pour investir certains postes. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai lancé un appel à l'endroit des femmes pour leur dire, par exemple, il ne faut pas dire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent être chefs de centre. Aujourd'hui, nous avons au moins 22 centres émetteurs dans les 14 régions et les 46 départements. À l'instar des femmes du monde entier, la Société de télédiffusion du Sénégal a rendu un hommage mérité à ses agents femmes, mais aussi aux hommes qui les accompagnent. Dans l'actualité sportive, les Jeux africains à Accra, la délégation sénégalaise a reçu le drapeau national ce matin à Accra, au village olympique. C'est le ministre des Sports qui l'a remis aux représentants de notre pays. Une cérémonie sobre au cours de laquelle les athlètes se sont engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Reportage à Accra avec nos envoyés spéciaux Alioune Ndiaye et El Hadj Thierno Dramé. Le village olympique vit déjà au rythme des Jeux africains. Toutes les délégations sont installées ici dans le campus de l'université d'Accra. C'est ici que la délégation sénégalaise a reçu le drapeau du Sénégal des mains du ministre des Sports au nom du chef de l'État. Serigne Fallou Diouf de l'équipe de foot des U20 et Monica Sagna ont eu l'insigne honneur de recevoir le drapeau, accompagné d'un message de soutien et d'encouragement. Cher Lion, en digne ambassadeur de notre pays, je vous exprime au nom de son Excellence M. Macky Sall et au nom du peuple sénégalais toute leur reconnaissance en raison des énormes efforts et sacrifices consentis que la nation toute entière reconnaît et apprécie à sa juste valeur. Je suis convaincu que vous disposez de toutes les qualités techniques et mentales, mais aussi d'un capital d'expérience pouvant vous permettre de glaner le maximum de médailles en terre ghanéenne. J'espère d'ailleurs vous revoir bientôt et recevoir de vos mains la belle moisson de ces médailles. Pour ces Jeux, athlètes et dirigeants ont été mis dans les meilleures conditions. Équipement, primes, tout a été fait pour optimiser les chances de médaille des Lions, ce qui a d'ailleurs valu au ministre une standing ovation. Merci, chers amis.
Fort de ce soutien de l'État à travers le ministère des Sports, les athlètes s'engagent à donner le maximum pour hisser haut le drapeau du Sénégal, classé seulement 22e au ranking des Jeux précédents. C'est sûr que nous, athlètes, ou nous, encadreurs, nous allons nous battre effectivement pour changer la position du Sénégal, essayer de hisser plus haut, encore une fois, le drapeau sénégalais. Il nous a donné ce drapeau pour nous motiver davantage parce que un athlète qui représente son pays n'a pas le droit à certaines choses. Donc ceci est tout simplement un signe pour nous motiver davantage. L'équipe de foot des U20 est une vraie chance de médaille pour le Sénégal. Entraînée par Serigne Saliou Dia, médaille d'or en 2015, elle a le talent et la volonté. Nous tous, on croit en nous et on a les qualités pour aller rechercher. Donc on va faire on fera tout ce qui est à notre portée pour aller rechercher. Le Sénégal a déjà glané 3 médailles à Accra, avec une en argent et une autre en bronze au karaté. Le tennis de table avec Ibrahima Diaw est aussi médaillé de bronze. Les Lionceaux du foot se sont aussi imposés 1-0 jeudi lors de leur match contre la Somalie. Avant cela, hier, l'équipe de football des U20 a fait son entrée en lice contre la Somalie. Les Lionceaux se sont imposés sur le score d'1-0. Match difficile selon l'entraîneur, mais il espère avoir une équipe plus rodée pour la deuxième rencontre contre l'Ouganda. Voici Serigne Saliou Dia au micro de nos envoyés spéciaux Alioune Ndiaye et El Hadj Thierno Dramé. D'abord, c'était pas évident de commencer, juste parce que c'est une nouvelle équipe qu'on a essayé de mettre sur place. Et en face, il y avait le dilemme de très bien commencer parce que c'est des poules qui sont extrêmement difficiles. C'est pour ça qu'on a entamé le match avec beaucoup de prudence. Donc, à un certain moment, on a senti qu'on avait la possibilité d'aller chercher l'adversaire. C'est ce qu'on a fait pour marquer le but. Mais malheureusement, après, on a eu à rater beaucoup d'occasions de but. Je pense que le match pouvait être plus facile pour nous. Après, c'était très compliqué parce que l'adversaire voulant revenir. Avec aussi beaucoup de qualité, mais l'essentiel a été fait. Ça a été de temps en temps très pénible, mais encore une fois, c'est un premier match. On est dans la voie pour mettre en place une équipe. Voilà, il y a des chantiers qui sont là et selon les chantiers qu'on va mettre dans les matchs à venir. Seulement le match à venir contre l'Ouganda, comment vous comptez l'aborder? Je pense qu'on a eu la chance de voir l'Ouganda par rapport au Soudan qu'on ne connaissait pas. Là, on a vu l'Ouganda, une très belle équipe. Hein. Je pense qu'il est arrivé à bout du Nigeria. Donc ça veut dire qu'on est averti. C'est une équipe voilà, qui est très forte, qui joue les transitions très fortes, qui a de très bonnes individualités. Mais ce sera à nous d'être très vigilants. Ce sera à nous d'avoir notre bord très compact. Ce sera à nous d'aller chercher très haut, de les empêcher en fait, voilà, de chercher la profondeur parce qu'ils excellent sur ce domaine. Voilà, là, il y a quelques tuyaux qu'on a pour mettre en place, pour un peu pousser les gosses, voilà, avoir une bonne attitude sur ce match de lundi, Inch'Allah. On fait le point concernant cette compétition. Le Sénégal a remporté hier son premier match en karaté. Notre pays a décroché 2 médailles, une en argent avec Maktar Diop et une en bronze avec Mohamedou Falilou Diop. En tennis de table aussi, Ibrahima Diaw a remporté une médaille de bronze. Bonne moisson donc pour le moment pour le Sénégal. Du football toujours avec Aliou Cissé qui est maintenu à son poste de sélectionneur de l'équipe du Sénégal jusqu'en 2026. C'est l'une des grandes annonces à l'issue du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, un conclave de plus de 12 heures qui s'est tenu hier. Ibrahima Mbop. Le premier comité exécutif après la Coupe d'Afrique 2023. Plusieurs points ont été abordés durant la réunion, les différents bilans examinés. Mais l'avenir du sélectionneur national Aliou Cissé était sans doute l'un des sujets les plus attendus. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football opte pour la continuité sur le banc des Lions. Le comité exécutif salue l'engagement des joueurs, de l'encadrement technique, mais renouvelle aussi au sélectionneur national Aliou Cissé sa confiance, il faut le dire, et l'engage à poursuivre sa mission en vue de l'atteinte des objectifs à venir, à savoir la qualification de la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026, conformément à la vision Manko Outindamli. Beaucoup de critiques ont été faites par une partie du public sur les choix tactiques d'Aliou Cissé lors du 8e de finale face à la Côte d'Ivoire. S'y ajoute une élimination précoce qui passe mal. Le comité exécutif prend note et se félicite des acquis. Le comité exécutif estime que malgré l'élimination précoce du Sénégal par le futur vainqueur
qui est la Côte d'Ivoire. Nous avons noté qu'il y a eu au niveau de la compétition des progrès notoires. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons donc renouvelé notre confiance à l'UCC, parce qu'il faut noter, comme tout le monde le dit, aujourd'hui le Sénégal est classé 17e au niveau du rang mondial, classé 2e au niveau africain. C'est le lieu de remercier tous les acteurs. Aliou Cissé est en poste depuis le 5 mars 2015, 9 ans à la tête de l'équipe nationale, un record absolu. Il a permis au Sénégal de soulever sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Cissé a aussi perdu une finale de CAN en 2019 et qualifié les Lions à 2 Coupes du Monde d'affilée en 2018 et 2022. Son contrat expire au mois d'août prochain, mais il sera renouvelé. L'actualité de ce vendredi reste dominée par le nouveau gouvernement qui est mis sur pied. 3 nouveaux entrants. L'essentiel de l'équipe reste en poste. Je vous propose la lecture de ce nouveau gouvernement avec le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambaba. Regardez. Décret numéro 2024-705 portant nomination des ministres et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024-703 du 6 mars 2024 portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés Madame Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains. Monsieur Mohamedou Makhtar Cissé, ministre de l'Intérieur. Monsieur Elhadj Omar Youm, ministre des Forces armées. Monsieur Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Mamadou Moustapha Ba, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Monsieur Antoine Félix Ablaye Diom, ministre du Pétrole et des Énergies. Monsieur Amadou Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Monsieur Mam Mbaye Kane Niang, ministre des Sports et du Tourisme. Monsieur Moussa Baldé, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Madame Mariama Sarr, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion. Monsieur Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie. Monsieur Samba Ndiobenka, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Madame Thérèse Faye Diouf, ministre de la Femme, de la Famille, de l'Équité et du Développement communautaire. Madame Annette Seck, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions. Madame Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Monsieur Aliou Ndoye, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Monsieur Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement. Monsieur Modou Diagne Fada, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Monsieur Aliou Sow, ministre de la Culture, des Industries créatives, du patrimoine historique et des loisirs.
M. Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries. M. Biram Faye, ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. M. Pape Malik Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. M. Pape Sanyambay, ministre des Pêches et de l'Économie maritime. M. Antoine Meng, ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires. Madame Victorine Ankédiche Ndeye, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. M. Daouda Dia, ministre de l'Élevage et des Productions animales. M. Moussa Bokar Thiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. M. Galoba, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public. M. Pape Amadou Ndiaye, ministre auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, chargé du développement des chemins de fer. M. Mamadou Saliou Sow, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. M. Issa Diop, ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations. Madame Aminata Angélique Manga, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 8 mars 2024 par le président de la République Macky Sall, le Premier ministre Sidiki Kaba. Par ailleurs, Monsieur le Président de la République, par décret de ce jour, a nommé M. Ismaïla Madior Fall en qualité de ministre directeur de cabinet du Président de la République. Entre décorations historiques et reconnaissances de toutes sortes à travers le monde, le nouveau Premier ministre a créé sa propre légende dans le combat pour la justice sociale. Dans son fief du Sénégal oriental, le Dougoutigui, comme on le surnomme, s'illustre dans les domaines politiques et sociaux. Ousmane Garifay. Monsieur Sidiki Kaba, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la République. Des mains du chef de l'État français François Hollande, il reçut les insignes de commandeur de la Légion d'honneur française. Nous sommes le 6 novembre 2015. Un acte de reconnaissance internationale qui sanctionne des décennies de combat et d'engagement en faveur des droits humains dans le monde et qui fait suite à plusieurs autres qui viennent étoffer la trajectoire socio-professionnelle de cet avocat qui a fait de la justice internationale la condition sine qua non pour bâtir un monde de paix, de progrès et de justice sociale. Cette solution qui était rêvée, espérée et attendue sous une belle utopie émancipatrice est devenue une réalité concrète depuis le 17 juillet 1998 à Rome et avec l'entrée en vigueur le 2 juillet 2002 du statut de Rome. Une belle histoire à laquelle est associé mon pays, le Sénégal, premier État au monde à ratifier le statut de Rome, attestant ainsi son attachement aux valeurs essentielles de liberté, de démocratie et de respect de l'État de droit et des droits humains. De la FIDH à la Cour pénale internationale, Maître Sidiki Kaba a partout marqué les esprits pour avoir contribué de manière significative à asseoir les principes de paix et de liberté dans un monde sous tension perpétuelle. Des idéaux qu'il partage avec son mentor politique, le président Sall, celui-là qui, au début de la deuxième alternance démocratique, fera de ce tribun de la plèbe le maillon central de la chaîne de commandement gouvernemental. Membre du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République, il est délégué régional de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar de Tambacounda. Le nouveau Premier ministre reste un leader politique affirmé, doublé d'un leader social à l'écoute de ses concitoyens, qui lui collent affectueusement le titre de Dougoutigui, le sage en langue locale. À son actif, des dizaines de mosquées construites pour certaines, réhabilitées pour d'autres,
des centaines de ses concitoyens envoyés dans les différents lieux saints de la chrétienté comme de l'islam, des centres de formation, des écoles, des classes, sans oublier les maternités. Un profil social qui témoigne de l'ancrage social et culturel du 5e Premier ministre, le 16e de l'histoire du Sénégal. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient aux environs de 23h. À tout à l'heure.